Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. OK, alors je me retrouve avec Étienne Espreman de la compagnie Geek Attitude Games. Et aujourd'hui, Étienne, ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Comment ça a démarré cette chose-là? Probablement des passionnés ensemble ou quelque chose comme ça, ou des hommes d'affaires, je ne sais pas. Non, c'est des passionnés, des passionnés. Donc moi, je suis joueur depuis toujours. Et donc en 2010, j'ai eu l'idée de faire un jeu que j'ai développé, un jeu qui s'appelait Bruxelles 1893, 1893 comme on dit chez nous en Belgique, et qui a été édité en 2013 par Pearl Games, peut-être que certains le connaissent. Donc c'est un style Eurogame sur l'Art Nouveau à Bruxelles où chaque joueur est un architecte. Voilà, donc ça c'était mon premier jeu, le jeu est sorti, le jeu a bien marché. Et là-dessus, j'ai un ami que je connaissais déjà depuis longtemps, qui est aussi passionné de jeu, qui m'a demandé pour faire un jeu avec lui. C'était un jeu sur le salon de Essen, vous connaissez certainement. Ouais. Donc on a fait ça, on a lancé un petit Kickstarter à l'époque. Ça a réussi et on a fondé Geek Attitude Games, c'était en 2014. Et c'était le premier jeu édité par l'entreprise. C'était le premier jeu signé par Geek Attitude Games, ouais. Geek Attitude Games, qu'on surnomme affectueusement GAG. GAG, oui, c'est ça. Ben, on aime bien faire des gags aussi. Donc, ça a parti avec deux passionnés. La deuxième personne, c'était? Frédéric Delporte. Okay. Voilà. Donc, qui est auteur aussi ou non, qui est joueur et éditeur. Il n'a jamais fait de jeu en tant qu'auteur avant le premier jeu qu'on a fait ensemble. Et très vite, s'est associé encore un ami à nous, Frédéric Béguin, Fabrice Béguin, qui sera là demain. Ça fait que ça a parti un petit peu par un genre, un trip d'amis, comme on appelle. Là, OK, on va faire un jeu. Puis en plus, sur SN, un thème très geek, très joueur, on s'entend. Ouais, effectivement. Tout le monde rêve, tous les grands joueurs rêvent d'aller à SN un jour. Est-ce que vous étiez allé avant de faire le jeu? Oui, moi j'étais allé depuis longtemps en tant que joueur. Et Frédéric aussi, et puis on s'était dit que ce serait chouette de faire un jeu sur ce salon-là. On savait déjà comment le faire, vu qu'on était très habitués. Nous, on a la chance, à Bruxelles, on est à 220 km d'Essen. C'est un jeu que je suis très curieux d'essayer, honnêtement. J'ai jamais eu la chance, j'ai joué à Bruxelles, mais j'ai pas joué à Essen, mais c'est intriguant parce que le thème est sympathique déjà à la base. C'est sûr que ça doit plaire aux gamers, c'est certain. Là. Ah, c'est très spécial. On n'a fait que 3000 exemplaires et il n'y en a pas eu plus, hein, c'était notre premier jeu. Donc maintenant, impossible à trouver. Mais une réédition des fois un jour. Peut-être un jour. Qui sait. Maintenant que GAG est sur les rails, on ne sait pas où ça peut vous mener. Est-ce que vous avez chacun des rôles différents au sein de l'entreprise? Vous partagez les tâches de façon égale, puis vous faites à peu près tous la même chose? Non, on a chacun un peu notre spécialité, bien que finalement beaucoup de choses se croisent. Moi, je m'occupe principalement des rapports avec les auteurs, développement de jeux. Frédéric, il aime beaucoup aussi travailler sur le développement des jeux, mais c'est lui qui tient la comptabilité, qui est en relation avec les éditeurs, avec le fabricant, etc. Fabrice, c'est de nous trois celui qui se connaît le mieux en InDesign, Photoshop, donc c'est lui qui tient les fichiers et qui a souvent les rapports avec les illustrateurs et l'usine quand elle a besoin. Chose que je ne sais absolument pas faire moi. Donc est-ce qu'il parle chinois ou Non, il ne parle pas chinois. On produit en Allemagne. Ah, c'est bien, c'est bien. Ici, on a régulièrement le téléphone qui sonne, donc ça fait partie des classiques de tourner à la revanche. C'est ma femme qui m'appelle. D'habitude, on fait des quiz, puis c'est le public qui appelle pour aider les participants, mais là, aujourd'hui, c'est ta femme. Elle appelle d'outre-mer et savoir si ça va bien. Elle se demande où je suis, je ne vais pas dire que j'étais au Québec. Est-ce que vous travaillez régulièrement avec les mêmes artistes aussi? Les mêmes illustrateurs, les mêmes graphistes, tout ça? Non, ça a changé à chaque jeu. OK. Vraiment, en fonction du jeu et du thème, on se dit que l'un irait mieux avec l'autre et avec tel ou tel projet. Donc, c'est vraiment à la carte chaque fois. Okay. On n'a pas un illustrateur attitré. Les deux jeux Bruxelles, parce qu'il y a aussi Bruxelles 1897. Oui. Je ne saurais pas le dire en belge, là, mais... 97. Exactement, ça j'allais le dire. Est-ce que c'est le même illustrateur à ce moment-là pour les deux? Non, parce plus. Parce que visuellement, quand même, il y a des ressemblances, je pense. Il y a des ressemblances. Le style est un peu Art Nouveau, mais celui qui avait illustré le premier jeu,
Alexandre Roche, ne travaille plus dans l'illustration. Ah, OK. Réorientation de carrière. Ça voilà. arrive. Et puis aussi, le premier jeu avait été édité par Pearl Games. Et comme ici, moi j'ai récupéré les droits sur le jeu, on l'a édité nous-mêmes. On voulait aussi faire une démarcation. D'ailleurs, pour ton information, l'année prochaine, on ressort une nouvelle version du jeu plateau de Bruxelles 1893. Et il sera à nouveau illustré par un troisième illustrateur. OK. Ouais, donc, le visuel risque de changer, mais j'imagine que ça va être encore très art nouveau quand même. Très art nouveau, très joli. Voilà, donc, oui, très stylisé. Hein? C'est pas tous les jeux qui ont ce style d'art-là, donc ça le personnalise beaucoup, ça lui donne une personnalité propre et différente. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu, là, parce que les gens connaissent peut-être pas tous les jeux de gag, mais étonnamment, peut-être qu'ils en connaissent puis ils n'ont pas réalisé que vous étiez derrière ça. On en a mis quelques-uns ici derrière, les deux Rush, ici Kitchen Rush et Clinic Rush. Il faut savoir que nous, on a seulement fait la version française de Kitchen Rush et de Clinic Rush. OK, c'est bon. L'éditeur original, c'est Artipia. Ce sont des amis maintenant, on les connaît bien. Donc, ils sont grecs à la base. Okay. Et ils nous demandent à chaque fois si on veut faire les versions françaises de leurs jeux. Et on ne fait pas tous les jeux, mais on en fait beaucoup. Okay. Puis il y a Nautilone aussi, que je connais bien, qu'on a joué énormément. Là, ça, c'est notre plus grand succès. Il existe maintenant en 15 langues. Avec beaucoup d'extensions aussi. Plus de 100 000 exemplaires vendus. Un excellent jeu d'ailleurs, un contre tous. Pour vrai, j'adore ce jeu-là. Il est dans ma collection, c'est un classique qui va y rester. Je comprends que c'est votre jeu fort un peu. Oui. Et celui-là, il a vraiment très bien marché. Et d'autres, hein. Oui. On a fait, notamment Bruxelles. L'année suivante, on a fait un jeu qui s'appelait Taverna. Oui. Qui est sorti en 7000 exemplaires. Que Steve a chez lui et qui aime beaucoup d'ailleurs. Ah ben voilà. Mon deuxième pion que tu n'auras pas la chance de rencontrer. Il y a eu Nautilone et ses deux extensions. Il y a eu Bruxelles. Et maintenant, on a 3-4 projets à venir vraiment signés de notre... Oui, c'est sûr qu'on va en parler. Mais vous avez aussi votre dernière sortie qu'on a mis sur la table ici, qui est PSOA, basée sur le j'espère que je le prononce comme il faut. PSOA, c'est bien ça. PSOA, parce que je ne voudrais pas me le faire reprocher comme Tom Vassal dernièrement, donc je vais essayer de le dire correctement. Qui est basé sur l'écrivain portugais. Écrivain portugais, exactement. Au début du 20e siècle. Donc, sur une personne qui avait des multiples personnalités, en tout cas, ou en tout cas, au moins littérairement. Mais l'auteur, Orlando, en fait, est portugais d'origine, mais habite à Bruxelles. OK. Et il est venu nous trouver pour voir si on voulait faire la version française du jeu. On l'a testé une fois et on a dit oui, on veut. Et maintenant, Orlando a d'autres projets et je pense qu'on va travailler plus étroitement ensemble, on va développer ces jeux. Il se crée des choses au fil des projets, c'est intéressant. Oui. PSOA, c'était donc, comme tu l'as dit, un écrivain du début du XXe siècle qui avait de multiples personnalités en lui, mais ça allait au point où parfois il écrivait sous certains noms, mais c'était plus que simplement des noms, c'était vraiment des différences très, très marquées. Par exemple, si tu prends 2 textes écrits de sa main, du jour au lendemain, les écritures étaient complètement différentes, parfois la main gauche, parfois la main droite. C'était vraiment c'était un drôle de personnage. Et l'auteur, qui est un fan de PSOA depuis toujours, a vraiment su reprendre cette caractéristique dans le jeu, donc les multiples personnalités. Chaque joueur incarne une personnalité, mais au fil de la partie, ce qu'on peut faire, il y a aussi un pion qui représente le corps physique de PSOA. Et chaque joueur va pouvoir, à un moment donné, prendre le lead sur le corps physique de PSOA qui permet de faire plus facilement certaines actions. C'est un jeu de pose d'ouvrier. Et il y a différentes actions à faire, mais les places sont chères. Tu ne pourras pas toujours aller avec ton pion où tu veux pour faire l'action que tu veux. Sauf si tu prends le contrôle de PSOA, alors tu peux avoir une priorité. Dans les grandes lignes, donc le plateau représente 4 lieux de Barcelone, où était souvent Fernando Pessoa, 2 bars, parce qu'il picolait beaucoup, et ça aide, il paraît. Moi j'ai bu pas mal, mais je n'écris pas, ça c'est pas. Mais donc c'est là qu'on va aller chercher des cartes qui vont permettre d'aller soit enrichir ses courants littéraires, soit d'aller écrire des poèmes qui vont rapporter des points de victoire. Donc c'est pas un jeu compliqué, on est sur un jeu de 60 minutes.
Je dirais que c'est un... On peut le catégoriser dans les jeux experts, mais light. Ouais. Vraiment, il n'est pas très long à expliquer. Puis qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet-là au départ? Le thème original, le choix graphique. Alors là, pour le coup, c'est Pythagoras qui a choisi l'illustratrice avec qui il avait déjà travaillé, mais qu'on a beaucoup aimé. Alors c'est très particulier, on aime ou on n'aime pas, nous on a vraiment beaucoup aimé. Et puis l'auteur qu'on a rencontré qui est vraiment sympa, donc ça c'était 3 choses qui sont, voilà, on a dit ok, on marche avec toi. Et surtout, le jeu est excellent. Ah, oui. On a joué, Orlando nous a montré le prototype, on l'a joué une fois, et on n'était pas tous les 3 là au bureau ce jour-là. Et donc, j'ai dit à Fred, le troisième, de dire tu dois absolument l'essayer. Il a essayé aussi une fois, il a dit ouais, je le veux. C'est rare qu'on voilà, coup de cœur des 3, c'est rare qu'on tombe comme ça tout le temps aussi vite d'accord. Et donc là, on a dit ouais. Ça promet, ça promet. Et j'aurais beaucoup aimé vraiment travailler sur le développement de ce jeu, mais après. Ah, peut-être qu'il y aura d'autres occasions avec l'artiste, avec l'auteur plutôt. Il y en aura d'autres. Avec l'auteur, comme la connexion s'est bien faite. Je ne sais pas si tu vas un peu sur Board Game Geek des fois. Si. Je ne sais pas si tu es au courant un petit peu de la mini-polémique qu'il y a eu autour du jeu par rapport à la critique que Tom Vasel a faite du jeu. Une critique qui était correcte, sans plus. Mais qui détruisait pas le jeu, qui l'encensait pas, qui était juste comme correct, mais il s'est fait beaucoup reprocher d'avoir, je dirais, bâclé son travail un petit peu, d'avoir été un peu vite, puis de ne pas avoir été en profondeur dans le jeu, de ne pas avoir essayé les extensions les modules qu'il y a dedans pour pouvoir varier, aller chercher de la profondeur, puis même... Puis c'est intéressant parce que je vais aller au bout de mon idée dans le sens où, en plus, le jeu s'est fait défendre par ses fans, puis même Lacerda a défendu le jeu en disant, bon, premièrement, ce serait bien que Tom fasse ses devoirs correctement, qu'il joue correctement au jeu parce qu'il y avait certaines règles qui n'avaient pas été bien faites, qu'il se renseigne aussi, puis c'est pour ça tantôt où je disais, j'espère que je prononce bien le nom parce qu'il s'était fait reprocher de ne pas avoir prononcé le nom correctement. Peut-être que je ne le prononce pas non plus comme un Portugais va le prononcer. Il faut l'excuser. Non, c'est ça. Mais bref, je ne sais pas si c'est le genre de choses qui vous a marqué, qui vous choque ou qui vous a... Oui, parce qu'évidemment, je regarde pas mal Dice Tower. Et quand Tom a fait cette critique, je me suis dit, allez, c'est dommage. Mais finalement, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'a pas dû jouer avec les bonnes règles. Il y a des choses qui ont dû être bâclées dans la manière dont il expliquait. Je pense qu'il n'a pas su saisir toutes les subtilités qu'il y avait. Et aussi, justement, il a dû faire une première partie basique que nous, on a mis dans la règle. Si on est déjà joueur, mettez les modules dedans parce que ça le rend vraiment beaucoup plus intéressant. Ça l'enrichit. Tom Vasel est un joueur. Mais voilà, après... Mais on va faire un petit aparté parce que, je veux dire, nous, dans la chaîne, évidemment, on reçoit beaucoup de jeux, on essaye les jeux, on essaie de jouer plusieurs fois, puis après ça, on donne notre impression. On essaie toujours de trouver les volets positifs de chacun des jeux. Mais qu'est-ce que tu penses du travail de critique de jeu, je vais le dire comme ça, ou d'analyse de jeu, pour une personne comme Tom Vasel, entre autres, qui doit recevoir des centaines de jeux par mois, peut-être. En tout cas, certainement plusieurs centaines par année, on est d'accord là-dessus, et qui a parfois peut-être pas le temps de creuser autant qu'il devrait sur un jeu, puis donc il va se faire son idée, puis il va faire sa critique ou son document vidéo basé sur une première impression. Oui. Alors que souvent, il y a plus que ça dans un jeu. Oui, tu l'as dit, c'est toujours très dangereux de baser son impression sur une seule partie. Après, je comprends qu'un mec comme Tom Vasel qui reçoit des centaines de jeux, et alors je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas comment il travaille, mais est-ce lui qui a lu les règles ou est-ce que quelqu'un d'autre les a lues pour lui et a vite expliqué, il a essayé des choses peut-être avec des erreurs, c'est possible aussi, parce que je ne pense pas que c'est lui qui va lire toutes les règles de tous les jeux qu'il reçoit. Je serais fort étonné. Mais oui, critiquer un jeu sur une première partie, c'est dangereux. Alors, quand on a aimé la partie, tant mieux. Mais quand la partie n'a pas été aussi bonne que le jeu le permet, c'est triste. Puis on le sait, dans la plupart des jeux, il est possible d'arriver à un événement dans la partie où tu vas avoir une partie qui va être
peut-être pas comme les autres vont être. Il va y avoir une particularité, puis ça va peut-être mal été pour toi, cette partie-là. Puis dans les autres, tu ne vivras pas la même chose. Fait que souvent, on le vit, là, on a un jeu, on a eu toutes des mauvaises cartes tout le long de la partie, ça nous a donné une partie moyenne. Là, on joue, puis finalement, ça ne se passe pas du tout pareil. Puis là, la partie est plus intéressante. Je veux dire, les jeux ont tous une base de stratégie, mais une base de chance. Fait que forcément, ça peut arriver à un moment donné que les astres soient mal alignés puis qu'on ait une partie moyenne. Mais il ne faut pas baser... Moi, je le répète souvent, il ne faut pas baser son opinion d'un jeu sur une seule partie. Il y a trop de facteurs, le nombre de joueurs, la journée, est-ce que je suis fatigué, pas fatigué, est-ce que le jeu va bien. Donc, quel joueur, dans quel état, dans quelles circonstances. Oui, effectivement. Mais je trouve que le projet est très intéressant, puis j'aime le fait que vous semblez vouloir aller souvent dans des sentiers un petit peu moins battus, des choses un petit peu moins conformes. Ça, ce thème-là, entre autres, est très original. Puis visuellement aussi, on sent que vous essayez souvent de vous détacher un petit peu, d'aller vers des choses peut-être moins vues dans le jeu de société. Donc, c'est intéressant. J'espère que ça va bien fonctionner pour vous. Écoute, en France, en tout cas, sur la partie du continent européen francophone, il a un très bon buzz et il fonctionne bien. Donc voilà, on croise les doigts. J'espère qu'au Québec, parce qu'il vient de sortir ici, hein, vraiment, ce sera pareil. Donc, on a parlé un petit peu des jeux qui sont déjà édités par Geek Attitude Games. Ce qui serait intéressant, ce qui intéresse nos abonnés, les gens qui nous écoutent, c'est de savoir un peu ce qui s'en vient. Ils veulent être au fait des nouveautés, des choses qui ne sont pas encore là. Donc, j'imagine que chez Geek Attitude, vous avez plusieurs projets en chantier toujours. Donc, il doit y avoir des choses intéressantes qui s'en viennent. Y a-t-il quelques prototypes, par exemple, dont tu pourrais nous parler aujourd'hui? Oui. Le premier qui va sortir, c'est prévu pour la fin de l'année à Essen, en tout cas on l'espère. Donc c'est un jeu qui s'appelle Expo 58. C'est aussi un thème un peu particulier, c'était sur l'exposition universelle à Bruxelles en 1958. C'est un jeu expert, alors là vraiment un vrai jeu expert. L'auteur c'est Alain Orban. C'est un des auteurs qui ont fait le jeu 3, notamment il a sorti Hippocrate il n'y a pas si longtemps, Black Angel aussi, il faisait partie de l'équipe. Donc là c'est un jeu où les joueurs vont interpréter des visiteurs de l'exposition, vont pouvoir faire différentes actions, se promener dans le site et notamment visiter des pavillons, les pavillons de l'exposition qui sont représentés par des tuiles. Et toutes ces actions se font avec une mécanique de gestion de main, de gestion de cartes. Tu as ton deck, à ton tour, tu tires 5 cartes et tu vas pouvoir utiliser les mêmes 5 cartes pour faire différentes actions. Et le petit plus de ce jeu, c'est que toutes les tuiles, tous les pavillons que tu vas visiter, ce sont des tuiles que tu vas connecter devant toi et qui vont te permettre de faire des actions supplémentaires. Donc il y a vraiment un jeu avec une grande profondeur. C'est aussi un jeu qui va demander beaucoup de parties. Construction d'engin un petit peu avec les tuiles devant soi ou est-ce que ça... Avec les tuiles devant soi, exactement. Okay. Et donc un jeu à combat, il y aura vraiment beaucoup de combats à faire avec ces tuiles, avec les cartes. Là, l'illustration, on a voulu à nouveau se démarquer, comme tu dis. Et on voulait un look un peu années 50, 50s. Et on a demandé à un dessinateur de bande dessinée belge de faire le plateau et la couverture du jeu. Donc, et nous, au Québec, on adore les bandes dessinées belges. Ah ben alors... des grands consommateurs. Alors ça devrait le faire. Ouais. Pour l'instant, on pense qu'on va sortir une version limitée à Essen, une version un peu collector. OK. Et qu'on va refaire un tirage derrière de plus grande ampleur pour début 2023. Ouais, c'est un peu l'idée. Il y avait aussi, quand on a discuté un petit peu ensemble, il y avait un autre jeu Bruxelles qui s'en venait aussi. Oui, ben, la réédition de mon jeu alors, avec, donc qui lui aussi est un gros jeu Eurogames, avec les éléments de l'extension dedans. Parce que j'avais déjà une extension qui existait depuis longtemps, mais l'éditeur original Pearl Games avait décidé de ne pas la faire. Et comme j'ai maintenant repris mes droits, nous on s'est dit on va tout mettre dedans. Et j'ai vraiment, ça fait quelques années que je la retravaille, donc elle sera bien, elle sera donc il y a une révision des règles, une révision du visuel ou le visuel va complètement changer. Les règles, à 99%, ce sera le même. Plus évidemment toute la partie de l'extension dedans. Mais là,
à nouveau, déjà pour ceux qui connaissent le jeu Bruxelles, il offre déjà un choix stratégique assez large. Mais là, j'ai vraiment j'ai ouvert l'éventail à 180 degrés. Okay. Ça va être un jeu qui va avoir une belle complexité. Là. Oui, oui, c'est pas du tout un jeu famille ça. Moi, j'avais joué à Bruxelles, je n'avais pas joué à l'extension. Mais ça risque d'être intéressant parce que déjà, Bruxelles, ça pouvait faire chauffer les neurones. Oui, c'est vrai. Après ça, quand on a discuté par courriel, on s'est échangé des courriels là, pour essayer de se donner rendez-vous, tout ça, tu m'as parlé qu'il y avait quatre prototypes en chantier, puis il y en a 2 autres que tu n'as pas trop nommés, tu as gardé ça un peu mystérieux, puis tu t'es dit, je vais garder quelques surprises pour quand on va se rencontrer. Non, il n'y a pas de mystère dedans, c'est 2 jeux signés. Disons qu'ils arriveront après parce que ce sont les moins développés pour l'instant. Mais alors, ce sont 2 jeux différents de deux amis à moi, en plus. Il y en a un qui s'appelle Babylone. C'est sur les jardins suspendus de Babylone. Et c'est un jeu où, en fait, chaque joueur va construire ces jardins suspendus de Babylone. Tu auras la boîte où tu pourras prendre certaines tuiles, où tour par tour, les joueurs prennent des tuiles et reçoivent des petites colonnes. Et alors, à ton tour, tu dois placer tes tuiles, donc mettre tes colonnes, placer tes tuiles dessus, de manière à les agencer, et tu vas pouvoir monter comme ça d'étage en étage. Et tu vas essayer aussi qu'elles concordent sur certaines icônes pour placer des ponts de l'une à l'autre, un escalier de l'un à l'autre. Et la fin de la partie où on a vraiment les jardins suspendus en 3 dimensions devant soi, c'est très joli. Pour l'instant, on n'a encore qu'une version prototype. Qui ne ressemble pas à grand-chose. Ça va être très visuel. C'est très visuel. Mais il n'y a pas d'élément de dextérité dans le jeu. C'est plutôt un élément 3 dimensions. Oui, c'est ça. Bon, quand tu poses ta toile, il vaut mieux ne pas trop trembler, mais oui. Il faut pas avoir bu comme PSOA, c'est ça? Non, il faut pas trop avoir bu non plus. C'est vraiment un jeu de réflexion. Mais la mécanique est vraiment assez simple. Hein. Tu prends une tuile et tu dois la placer au mieux devant toi. Mais donc c'est aussi un jeu compétitif, hein, il y a un système de points de victoire et celui qui a le plus de points à la fin. On parle d'une complexité un peu plus diminuée, un jeu un peu plus léger, avec une partie plus courte. Du coup, là, je pense que même une famille pourrait y jouer. Peut-être pas des jeunes enfants, mais ou des joueurs casual qui n'ont pas vraiment l'habitude pourraient facilement y jouer. Je pense qu'on pourrait commencer à voir peut-être des premiers prototypes ou des premières images quand, peut-être? Je ne sais pas, bientôt j'espère. On fait les choses, on est une petite maison d'édition, hein, comme je t'ai dit, donc on fait les choses une à la fois. Mais dans le courant de cette année, peut-être le 2e semestre, j'espère qu'on pourra commencer à montrer des choses. Parce que la mécanique est vraiment arrêtée. Là, on sait qu'il n'y a plus grand-chose à changer sur le jeu. Il faut maintenant... qu'on engage un illustrateur, qu'on trouve le bon illustrateur. Ouais. Là, je ne voudrais pas pousser ma chance, Étienne, mais tu avais vraiment parlé de 4 prototypes. On en a parlé de 3, donc il en reste comme un autre prototype mystérieux. Ça ressemble à quoi? Donc ça, c'est le nom provisoire. On n'est pas encore sûr du nom, c'est Apollo 30. Donc ça, c'est un jeu. Pourquoi Apollo 30? Parce qu'à la base, il se jouait en 30 minutes. OK. Pas plus que 30 minutes. Et parfois moins, si on réussit. C'est un jeu coopératif. Ouais. C'est un jeu coopératif qui... donc le plateau représente un vaisseau spatial. Et les joueurs vont devoir effectuer 5 sauts spatio-temporels sur 30 minutes. Pour faire un saut spatio-temporel, on va devoir collaborer ensemble et remplir certaines missions. Aller chercher des éléments à gauche, à droite, parfois réparer, parfois... sortir à l'extérieur du vaisseau pour aller chercher quelque chose, faire un assemblage. Et ça permet de faire un saut. Une fois qu'un saut est fait, eh bien, on doit faire un deuxième. Alors, ce sont des cartes événements. Donc, un saut, c'est une carte événement qui te dit comment faire la configuration et quels objectifs tu dois faire pendant cette durée-là. Donc, on a un certain temps pour réussir ça. Ça prend beaucoup de communication. C'est ça. Et alors, bizarrement, non. Non? Pas de communication, parce que justement, c'est que, à nouveau, donc les actions, il y aura des actions pour se déplacer dans le vaisseau, des actions pour agir quelque part, des actions pour faire... toutes ces actions se font avec les cartes qu'on a en main. Il y a un joueur actif chaque fois qui va dire « Ok, les amis, je vais essayer d'aller là, il me faut ça pour réparer ça. » Et puis je vais prendre une carte et je ne peux pas dire, je la mets face cachée, je ne peux pas dire ce que c'est.
Je dis simplement, ce n'est pas un déplacement. Toi, tu vas dire, ok, il a dit ça, il a dit c'est pas un déplacement. Moi, tu vas aussi prendre une carte de ta main, tu vas me la donner, face cachée, et tu vas dire, ben moi, c'est peut-être une action boost ou une action activée, enfin, les différentes cartes. Chaque joueur va vite me donner une carte, et puis je vais, comme c'est moi le joueur actif, je vais les regarder, et avec, je vais essayer de faire l'action que j'avais dite, ou une autre action, hein, peut-être, parce que peut-être que vous n'aviez pas d'ailleurs les cartes qui étaient bonnes, donc je vais vraiment faire autre chose. Et puis alors je joue mes cartes une à une, j'avance, je fais un truc, je développe quelque chose. Et puis après, très vite, on reprend chacun une carte, et c'est toi qui deviens un joueur actif. Et tu vas dire, ok, moi maintenant je vais essayer d'aller avec ça. Et à nouveau, on va te donner des cartes face cachée. Et donc, on ne peut pas dire ce qu'on donne. On ne peut pas communiquer. On dit simplement, c'est pas ça. On est limité dans notre communication. Voilà, je te dis, je te donne pas ça. Voilà. Et les autres écoutent et ils se disent, ok, s'il n'a pas donné ça, moi j'ai ça, peut-être que moi je vais le donner aussi. Enfin, c'est vraiment un jeu plutôt de déduction. Mais le stress, c'est qu'il se joue avant, c'était 3 fois 10 minutes, c'est pour ça Apollo 30. Maintenant, on l'a réduit à 3 fois 7 minutes. Au bout de 7 minutes, non seulement tu dois faire tes objectifs, mais tu as une bonbonne d'oxygène, ce sera un timer, il y aura une petite application qui se réduit. Et on doit aussi, avant que les 7 minutes soient écoulées, on doit aller réactiver la bonbonne d'oxygène qui se trouve également dans un endroit, mais ça aussi, c'est des actions spéciales. Okay. Et donc, il faut... Donc ça, c'est vraiment un jeu, je pense... Lors de l'action, en tout cas. assez familial, en temps réel, dynamique, action... Ça promet beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup ce que j'entends. Il y a beaucoup de belles choses qui ont l'air très intéressantes. Je pense que vous allez être occupé dans les prochains mois, prochaines années à développer ces jeux-là. C'est sûr. Et puis après, le reste, on verra. Ben ouais. Ça fait maintenant, de toi à moi, quand Frédéric, mon ami, m'avait proposé de faire le premier jeu Essen, j'avais dit OK, je trouvais que c'était sympa, mais j'avais jamais imaginé qu'on ferait... qu'on montrait une maison d'édition. Je crois que lui, il avait déjà ces idées-là en tête. Et maintenant, on est 8 ans après, toujours là, et c'est très gai, on s'amuse, et ça permet de venir ici, de rencontrer des gens. Moi, je suis curieux, est-ce qu'il y a d'autres projets pour GAG plutôt, d'autres projets autres que des prototypes, des projets d'expansion, d'affiliation avec d'autres éditeurs, des choses comme ça? Parce que tout le long de la rencontre, tu as dit, ah, j'ai aimé ça travailler avec cette personne-là, on aime beaucoup travailler avec cette entreprise-là. Oui, on a un projet de collaboration. Je savais. On a un projet de collaboration avec, notamment avec Synapse Game, Carl Brière et Jules Vautour de Luma. On va travailler avec eux. Donc, ils nous laissent la liberté de développer nos jeux, les jeux qu'on entend. Mais eux vont nous assister beaucoup sur la recherche à l'international et l'implantation, que ce soit Canada ou États-Unis, où on est déjà, mais essayer de faire encore les choses un peu plus concrètes. Donc, on les a rencontrés à Essen dernier. Ils nous ont proposé ça, on a réfléchi, puis on a dit OK, ce serait sympa de travailler avec vous. Et pour l'instant, ça se passe très bien. C'est notamment pour ça qu'on est venu aussi au Québec. On devait les revoir à Nuremberg, ça a été annulé. Ils n'ont pas pu venir à Cannes. Alors on a dit, les amis, restez là, c'est nous qui venons. C'est le fun de voir les connexions qui se font souvent dans ces salons-là, les gens du milieu qui se rencontrent, qui forment des amitiés, puis après ça, ils se créent des belles choses avec ça. Ben oui, mais surtout, je pense qu'on peut vraiment former une belle équipe parce que c'est deux personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent très bien le marché US ou canadien. Et donc, ça ne peut qu'être favorable pour nous. Et j'espère aussi alors favorable pour eux. Sans aucun doute. Étienne, merci beaucoup. J'avais quelques questions. On voulait vraiment en savoir un peu plus là, sur Geek Attitude. Je suis très content d'avoir parlé avec toi, de voir un petit peu ce qui s'en vient pour vous autres. On vous souhaite évidemment le meilleur des succès. Plus vous avez du succès, plus on a des bons jeux à jouer et à découvrir. Donc, c'est toujours positif pour les deux parties. Donc, merci d'être venu. J'espère que tu te plais. Ta visite au Québec jusqu'à maintenant est plaisante. Ouais. D'abord, merci à toi de m'avoir invité. Et oui, franchement, le Québec, c'est vraiment super chouette. On aime beaucoup, c'est très joli.
Et les gens, La cabane à sucre. la cabane à sucre, j'ai pas encore fini de digérer. C'est clair. Et, mais même des très bonnes bières au Québec. Oui. Ah, et c'est un Belge qui le dit. Oui. Et des gens très sympathiques. Ouais, partout. On essaye le plus qu'on Vraiment. peut. Mais merci encore. Je veux remercier aussi La Revanche parce qu'ils nous ont encore prêté leurs locaux pour tourner cette vidéo-là. Et merci Étienne. Et moi, Étienne, si tu es d'accord, je pense qu'on va se laisser en jouer une partie. Michel, est-ce que tu vas te joindre à nous autres? On va jouer une petite partie de PSOA. On va essayer de tester ça un petit peu. Donc, merci tout le monde. On se retrouve bientôt. Voilà, maintenant le plaisir. Et voilà, après le travail, le plaisir. Au revoir.